Bonjour à tous, amis écolo-humanistes. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement scolaire et nous accueillons Marie-Charlotte Claire. Marie-Charlotte, vous êtes coach parental, thérapeute, formatrice, conférencière. Vous avez créé Coach Famille en 2008 pour aider les particuliers, les enfants, les adolescents et les parents, mais également les professionnels dans leur cheminement vers plus de bienveillance et d'estime de soi. Vous êtes l'une des spécialistes reconnues en France sur le sujet et êtes membre du réseau Résis que nous allons évoquer dans ce webinaire. Vous avez une telle expertise que vous êtes appelée jusqu'à Taïwan et Sydney pour y former les enseignants et sensibiliser les élèves des lycées français. Alors d'un point de vue plus personnel, vous avez 4 enfants, dont 2 ont subi du harcèlement à l'école. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Marie-Charlotte, pouvez-vous nous donner un aperçu de l'ampleur du sujet ? Qu'est-ce que le harcèlement scolaire aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, toutes les études, quelles qu'elles soient depuis des années, donnent environ 1 million de jeunes concernés par le harcèlement scolaire comme victimes de harcèlement. Ce chiffre n'évolue pas, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont concernés par ça. Et alors la question qui généralement va avec, oui, mais avec le cyberharcèlement, est-ce qu'on n'a pas plus de situations ? En réalité, non, ce n'est pas ce qu'on constate. On constate qu'avec le cyberharcèlement, les situations vont plus vite, plus mal, que les situations prennent un essor plus grand, mais il ne semble pas à ce jour qu'il y ait plus de situations à cause du cyberharcèlement. Mais qu'appelle-t-on harcèlement scolaire exactement ? Alors, il y a 15 milliards de définitions du harcèlement scolaire, mais il y en a une sur laquelle tous les spécialistes se retrouvent. Pour qu'il y ait harcèlement scolaire, il faut qu'il y ait répétition et longue durée, ça c'est le premier élément. Il faut qu'il y ait rapport de force, ça c'est le deuxième élément. Et il faut qu'il y ait une victime qui n'arrive pas à se défendre dans ce contexte précis. Ça, c'est le troisième élément. Maintenant, quand on interroge les enfants, les ados, pour leur demander, mais vous, qu'est-ce qui vous fait souffrir dans vos rapports avec vos camarades, avec vos pairs ? En fait, ils vont être beaucoup plus précis et ils vont parler de choses que nous, on n'envisage pas forcément comme du harcèlement. Ils vont raconter que ce qui est terrible, c'est d'avoir un surnom. Même si le surnom, il semble pas très méchant de l'autre côté. J'ai en tête des filles qui, en 6e, se faisaient appeler les girafes par les garçons. Ben oui, elles avaient démarré leur puberté et pas les garçons. Les garçons, ils disaient ça, ils n'avaient pas l'impression que ça choquait les filles. Ben si, les filles, elles, ça leur faisait mal d'être appelées les girafes. Donc les surnoms, qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, c'est très douloureux pour les élèves. Les moqueries, oh, regardez le débilo s'il a eu une mauvaise note en maths, regardez comme il est habillé, voilà, toutes les moqueries, les jeux de mots sur les prénoms, sur les noms de famille, c'est des choses qui sont douloureuses pour eux. Ce qui les fait également souffrir, c'est les rumeurs. C'est difficile une rumeur. On peut rien dire. Les bousculades, les coups, tout ce qu'on voit pas. Évidemment, on imagine bien qu'un élève qui se fait frapper par un autre, ça le fait souffrir. Mais les petits coups de pied dans les mollets quand on passe dans le couloir, les petites tapes sur la tête comme ça, quand on pousse la chaise, voilà, tout ça, ça devient rapidement difficile à vivre. Et puis, il y a une chose qui est insupportable pour eux, c'est la mise à l'écart. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir à l'école ? C'est de retrouver un groupe, retrouver ses copains, avoir une place dans le groupe. Donc, quand on se retrouve à l'école, que personne ne veut se mettre à côté de nous dans le rang, personne ne veut s'asseoir à table, à la cantine ou en cours à côté de nous, personne n'accepte de nous choisir pour un exposé, personne ne discute avec nous dans la cour de récré, qu'on se retrouve très isolé, ça, c'est extrêmement douloureux. Qu'est-ce qui provoque le harcèlement scolaire ? Peut-on imaginer de mettre fin à ce fléau un jour ? Il y en aura toujours du harcèlement scolaire.
parce que à l'école, on vit en permanence en groupe. On est dans une classe avec des élèves qu'on n'a pas choisis, avec qui on va passer au minimum une année. On est en groupe dans le couloir quand on se range pour rentrer dans la classe. On est en groupe dans la cour de récréation. On est en groupe à la cantine. On est en groupe tout le temps. Et ce qui explique le harcèlement scolaire, c'est cet effet de groupe. En fait, comme on vit en permanence sous le, j'allais dire, le feu des projecteurs des élèves qui sont là, tout le monde va regarder ce qui se passe pour nous. Il y a très nombreuses situations qui peuvent devenir gênantes pour un élève. Et quand cette situation un peu gênante, voilà, je me suis pris les pieds dans les bretelles de mon sac à dos, on va avoir voilà, des personnes qui toutes vont se mettre à rire et on va avoir un isolement de la cible. Et ce qui est sûr et certain, c'est que les personnes qui rient, les personnes qui participent ou celles qui regardent sans participer, il y a une chose qui les inquiète beaucoup, c'est être à la place de la cible. Donc, elles vont pouvoir faire des choses qui ne sont pas en lien avec leurs valeurs parce qu'elles ne voudraient surtout pas être à la place de celui qui est pris pour cible. Y a-t-il un profil type de jeune qui se fait spécialement harceler? Il n'y a aucun profil type, ni chez les victimes, ni chez les intimidateurs. On imagine bien que quand il y a 1 million de jeunes par an qui est concerné, ça va être compliqué de trouver des points communs entre tous ces enfants, tous ces élèves. Ça, c'est la première chose. En plus de ça, en fait, quand on a ce discours, c'est très compliqué pour la victime parce que, en réalité, on va mettre un petit peu la faute de son côté. Et pourtant, on continue d'affirmer avec force que, oui, mais on se fait harceler parce qu'on est comme ci, parce qu'on est comme ça. En fait, quand on fait ça, ça s'appelle le stéréotype de la persécution. C'est ce que René Girard, qui est un sociologue français qui est mort en 2015, a bien écrit dans son livre qui s'appelle Le bouc émissaire. Considérer qu'une victime est responsable du malheur qui la frappe, c'est le plus puissant des stéréotypes de la persécution. Et je vais vous raconter une situation que j'ai en tête. Une jeune fille qui est venue me consulter. Elle est à l'école, elle est en 5e et elle commence à avoir des problèmes avec ses camarades. Donc, elle va en parler avec son professeur, extrêmement bienveillant et assez maladroit. Elle explique qu'on la rejette du groupe, que personne ne veut être avec elle et son professeur lui dit: ah ben oui, mais toi, tu sais, tu parles beaucoup, tu parles fort, tu parles tout le temps. Alors tu sais quoi? Si tu parlais un peu moins fort, un peu moins et un peu moins souvent, ça se calmerait. Change. Cette jeune fille, à partir du moment où son professeur lui dit ça, elle s'écroule en pleurs. Elle commence une phobie scolaire. Elle ne peut plus aller à l'école. Vraiment, elle n'arrive plus à mettre les pieds à l'école. Pourquoi? Parce que elle a un trouble de l'attention et d'hyperactivité qui a été diagnostiqué. Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne sait pas comment parler moins fort. Elle n'y arrive pas. Et donc là, le professeur qui, en toute bienveillance, lui dit: oui, mais toi, c'est un petit peu de ta faute finalement, hein, c'est parce que tu parles fort, est en train de lui dire: c'est de ta faute. Et c'est de ta faute, c'est exactement ce que les autres lui disent. Toi, t'es pas comme nous. Toi, t'es bizarre. Toi, quand tu parles, on comprend rien. Donc, en fait, en disant à nos enfants: tu es responsable du malheur qui te frappe, on ne fait que reprendre, sans le vouloir évidemment, la parole des intimidateurs. On met une responsabilité sur la tête de ces jeunes. Donc, il faut absolument qu'on arrive à se dire que non, il n'y a pas de profil type chez les élèves qui souffrent de harcèlement. On peut peut-être avoir un regard inverse. Hein. On peut peut-être se dire que un enfant qui se comporte mal, hein, c'est peut-être parce qu'il va mal. Et c'est ce que j'ai pu dire à cette jeune fille. Quand je l'ai reçue la première fois, je lui dis: mais je comprends que tu sois obligée de parler fort et beaucoup, personne t'écoute. C'est une conséquence de ce que tu vis. Comme personne t'écoute, il faut bien que tu parles plus fort que les autres. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'inverse le processus. J'ai: tu n'es pas responsable du malheur qui te frappe, tu es la victime. Elle a commencé à dresser les épaules. Tout d'un coup, elle n'était plus responsable du malheur qui la frappait. Quelqu'un lui disait: tu es la victime. Ça, c'est pour les cibles. Donc, pas de profil type chez les cibles. Et chez les intimidateurs, est-ce qu'il y aurait des profils types? Alors c'est pareil, on dit beaucoup que les intimidateurs seraient des enfants mal éduqués, seraient des voyous, seraient des enfants en souffrance. Les gens qui écrivent ça, sincèrement, ne connaissent pas
le harcèlement. Quand on discute avec des professionnels, vous allez plutôt entendre oui, on a été surpris de voir que tel élève pouvait en intimider, en harceler un autre parce que c'est un bon élève. C'est en fait les enfants qui sont intimidateurs et qui harcèlent leurs camarades, en réalité, ce sont pas des voyous, parce que si c'était des voyous, ça voudrait dire qu'en France, on a tous les ans 4, 5, 6 millions de voyous. Ça tient pas la route. Et comme ça tourne tous les ans, ça voudrait dire que tous les enfants de France sont des voyous. Bien sûr que non. Est-ce que ce sont des enfants qui sont mal éduqués? Absolument pas. J'ai un exemple douloureux à vous partager, mais qui s'est bien terminé quand même. Une jeune fille qui arrive en CM2 dans une école de province où il y a une classe par niveau, c'est un peu compliqué de trouver sa place avec des jeunes qui sont ensemble depuis qu'ils ont 3 ans. Et donc, quand une copine accepte de jouer avec elle, elle va lui dire hey, tu veux bien rester avec moi? On pourra déjeuner ensemble, on pourra jouer ensemble cet après-midi. Un garçon de la classe voit ça et commence à l'appeler le pot de colle. Et ça se termine que cette jeune fille, un jour, toute la classe se retourne contre elle, la frappe, la met par terre, un endroit où les adultes ne voient pas, lui saute sur la jambe et lui casse la jambe. Quand la jeune fille raconte à ses parents, les parents appellent le chef d'établissement. Le chef d'établissement dit ce n'est pas possible. Ces enfants que je connais bien n'ont pas pu faire ça. Ce sont des enfants extrêmement bien éduqués. Ah oui, c'est pas une question d'éducation, le harcèlement. Ce sont des enfants bien éduqués qui peuvent être amenés à faire quelque chose de difficile. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont en groupe. Quand on est en groupe, on peut faire des choses terribles qu'on ne ferait jamais individuellement. Et est-ce que les harceleurs sont des élèves qui souffrent? Pas plus que les autres. Bien sûr que ça arrive. Hein. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des voyous. Je dis pas qu'il n'y a pas des enfants mal éduqués. Je dis pas qu'il y a des enfants qui ne sont pas en souffrance. Mais lire tous les enfants harceleurs sont d'anciens enfants harcelés, c'est totalement faux. Bien sûr que ça arrive. J'ai été harcelée une année, je veux pas que ça recommence. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je peux me mettre à harceler mon camarade, mais c'est pas la majorité des enfants. Certains enfants qui harcèlent s'en trouvent très bien, ils ont l'impression qu'ils sont populaires, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont un groupe autour d'eux. Mais assez vite quand même, ils vont se rendre compte que peut-être c'est aller un petit peu loin, ils aimeraient bien s'en sortir, mais ils savent pas comment faire parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. Donc non, il n'y a pas de profil type. Les enfants qui sont concernés par le harcèlement, que ce soit comme cible ou que ce soit comme intimidateur, c'est pas les enfants des autres, c'est les nôtres. Et vous, Marie-Charlotte Claire, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au harcèlement scolaire? Ce qui m'a vraiment poussée à m'intéresser au harcèlement scolaire, c'est quand en 2014, une de mes filles a subi un harcèlement scolaire extrêmement grave de la part de sa meilleure amie et qu'elle a fait une tentative de suicide. Le ciel nous tombe sur la tête. Enfin, voilà, c'est insupportable, c'est un bouleversement, je vous laisse imaginer. Et donc là, on se dit, il faut sauver nos enfants. Et là, eh bien, en fait, j'ai fait ce qu'à peu près tous les parents font. Alors, j'ai d'abord appelé l'école et j'ai exigé de savoir qui embêtait ma fille en plus de sa meilleure amie. J'ai demandé qu'il y ait des heures de vie scolaire sur le harcèlement. J'ai exigé des sanctions. J'ai appelé les parents de la copine, c'était la meilleure amie, on l'emmenait en vacances. Tout ce que j'ai pu mettre en place n'a fait qu'enfermer ma fille dans son isolement. Elle allait de plus en plus mal, elle me parlait de moins en moins. Et là, je me suis dit, ben en fait, si je trouve pas une bonne solution pour l'aider, je vais avoir une fille qui va refaire une tentative de suicide, puis cette fois-ci, elle se rattrape pas. Il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai passé mes jours et mes nuits à chercher dans les livres, sur Internet, partout, ce qui existait sur le harcèlement scolaire, qui étaient les meilleurs. Et de façon indépendante, je suis tombée sur 2 personnes. Je suis d'abord tombée sur des textes et des interviews d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Bellon, qui s'occupait des harceleurs. J'ai trouvé que sa démarche était extrêmement intéressante, mais sur le moment, c'était quand même pas mon sujet. Moi, ce que je voulais, c'était sauver la vie de ma fille. Hein. La harceleuse, ouais, on pouvait en parler, mais plus tard. Donc, j'ai continué à chercher et je suis tombée sur des textes de Marie Cartier. Je l'ai contactée puisque elle s'occupait des cibles et je suis allée me former avec Marie Cartier. J'ai pu aider ma fille qui aujourd'hui va extrêmement bien et je n'ai pas lâché Marie Cartier qui elle-même, c'est l'époque où elle a rencontré Jean-Pierre Bellon et où ils se sont associés pour créer le Centre Résiste. Et au Centre Résiste, donc, quelles méthodes ont-ils mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire?
Le Centre Résis a mis en place, a développé en France une méthode qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée. C'est une façon d'avoir des entretiens avec les intimidateurs. C'est Jean-Pierre Bellon qui est allé se former en Suède auprès d'un psychologue qui s'appelait Anatole Picasse, qui avait mené ces entretiens dans la méthode, vraiment construite par Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier. On va s'occuper de tout le monde. On va s'occuper des intimidateurs, mais on va s'occuper aussi des élèves qui sont dans la classe, qui n'ont rien à voir dans la situation. Et puis surtout, on va s'occuper de la cible, de la victime, celle qui va pas bien, et des parents de la victime. On va prendre grand soin de tout le monde et on va mener une série d'entretiens. La particularité de la méthode de préoccupation partagée, ça a été d'abord de considérer que c'est aux établissements scolaires d'assurer la sécurité des enfants. Hein. Nous, parents, nous confions des enfants mineurs à un établissement scolaire. C'est normal que ce soit eux qui gèrent ce qui se passe au sein de l'école. L'autre particularité, ça a été de se battre pour dire, pour traiter le harcèlement scolaire, il faut une équipe par établissement. Il faut être au plus près de ces situations de souffrance scolaire pour pouvoir les traiter au plus vite et avec des personnes qui ont un regard sur ce qui se passe au sein de l'école. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on prend grand soin de la victime. On ne va pas se poser la question de est-ce que cette situation c'est du harcèlement ou pas. On a un élève qui vient se plaindre qu'il est rejeté par ses camarades, qu'il ne va pas bien. On va avoir une personne qui va l'écouter, qui va avec lui créer ce qu'on appelle une relation d'alliance. C'est-à-dire ce jeune qui va mal, qui est en souffrance à l'école, doit sentir qu'il y a un adulte qui est son allié et qui le recevra autant que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire, tant qu'il ira mal, pour qu'il trouve une place apaisée au sein de l'école, au sein de son groupe, au sein de son groupe classe. On va également prendre soin des parents des élèves qui sont victimes de harcèlement. Donc, la même personne qui a reçu la cible ou le chef d'établissement ou une personne qui fait partie de l'équipe ressources, puisqu'on a des équipes ressources qui se forment sur la base du volontariat dans les écoles, vont recevoir les parents et on va ensemble soutenir l'enfant qui va mal. Et puis, en fait, tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on ne traite pas un phénomène de groupe en s'adressant au groupe en entier. On va recevoir de façon individuelle des élèves qui sont soit ceux qui embêtent l'élève victime, soit des enfants qui n'ont rien à voir mais qui font partie de la classe qu'on aura choisi avec attention comme étant pris à témoin de la situation. On n'est pas obligé de tous s'aimer dans une classe, on n'est pas obligé d'être tous copains, mais on doit tous se respecter. Le respect de tous, c'est l'affaire de chacun. Donc on va recevoir, il y a un adulte qui va recevoir individuellement chacun de ces élèves qui ont été choisis avec une posture qui est une posture d'autorité. L'autorité, c'est la courtoisie et la fermeté en même temps. Ça, c'est la définition de Hannah Arendt. Et donc, on va recevoir ces élèves en leur faisant confiance, en leur posant 2 questions avec des entretiens donc pour être ultra courts. On va leur dire, nous avons constaté que tel camarade va mal. Est-ce que toi aussi, tu as constaté que Juliette allait mal? L'élève va nous dire, oui, en effet. Puis il peut nous dire n'importe quoi, il peut dire, c'est pas moi, on va le rassurer, on va dire, mais je suis pas là pour te sanctionner. Je suis là parce que je suis inquiet et voilà, je voulais savoir si toi aussi, tu avais constaté qu'elle allait mal. Oui, j'ai constaté qu'elle va mal. Ok. Je me demande ce qu'on pourrait faire. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça se passe mieux pour Juliette? T'as une idée? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? T'as pas d'idée? Ah il va falloir que tu y réfléchisses, on va se revoir très vite. T'as une idée? Super, génial. C'est quoi ton idée? Tu vas la mettre en œuvre, on va se revoir très vite. Vous voyez, en fait, dans notre méthode, on réindividualise la relation. On partage notre inquiétude, ça s'appelle méthode de préoccupation partagée. On partage notre inquiétude pour un élève qui va pas bien. Et on demande à la personne que nous avons devant nous de trouver une solution pour que cet élève retrouve une place apaisée au sein du groupe. On lui fait confiance. Mais on ne le laisse pas s'échapper de là. On lui donne des ordres. Et avec ça, on change complètement le processus du harcèlement, puisque toutes les enquêtes qui ont été faites sur cette méthode donnent entre 82 et 85% de situations résolues en moins de 15 jours.
C'est la raison pour laquelle ce protocole qui a été testé pendant 2 ans par le ministère de l'Éducation nationale entre 2019 et 2021 auprès de 6 académies pilotes a été recommandé quand il y a eu en 2021 le lancement du programme phare avec HAR comme harcèlement qui s'applique dans tous les établissements scolaires. Il y a plein de choses dans le programme phare, mais il y a l'obligation pour toutes les écoles en France d'avoir une équipe en capacité de repérer et de traiter ces situations d'intimidation. Les sanctions peuvent-elles aider à lutter contre le harcèlement scolaire? Les sanctions ont un effet délétère que les élèves connaissent bien mieux que nous, les adultes. Vous savez, quand on interroge les enfants qui vivent du harcèlement, qu'on leur demande qu'est-ce que tu veux toi, ils disent moi je veux que ça s'arrête. Et j'ai envie de rester dans mon établissement et je veux que ça s'arrête. Et quand on interroge les parents disent moi je veux qu'il y ait des sanctions. Sauf que les élèves, ils savent bien mieux que nous que quand vous sanctionnez une personne parce qu'elle en a intimidé une autre, cette personne va trouver ça extrêmement injuste. Ce sentiment d'injustice, il provoque une envie de vengeance. Et les professionnels disent que quand il y a une sanction, on est entre 50 et 70% de risque de représailles. Représailles soit de l'élève qui a été sanctionné, qui trouve ça injuste, soit du reste de la classe. Moi, j'ai un exemple concret, une jeune fille qui se fait taper par 2 camarades, elle est en 6e, le CPE voit, évidemment, il arrête la situation, et évidemment, il y a un conseil de discipline et il y a une sanction qui est posée. Nous, on n'est pas contre les sanctions, on est contre les effets délétères des sanctions. Et donc, ces 2 jeunes filles sont changées de classe. Elles se tiennent à carreau, sauf que toute la classe se retourne contre la fille en disant à cause de toi, nous avons perdu nos copines. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la cible? La cible, elle se dit, ouais, en fait, quand je parle, c'est pire pour moi. Elle se tait et elle souffre en silence et elle ne parle plus. Donc, nous, c'est pas ce que l'on veut. On va dire ce qu'il y a d'ailleurs dans le code de l'éducation. Pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait un acte constaté par un adulte. On va sanctionner un acte. Un adulte voit un élève en train de frapper un autre, évidemment qu'il faut une sanction. La sanction agira sur cet acte-là. Mais la sanction, elle ne va pas défaire les effets de groupe. En réalité, ce qui fait souffrir les élèves, c'est des toutes petites choses. Peut-être que les autres vont se venger par des choses qui sont non sanctionnables. J'ai un exemple très précis, une jeune fille qui était en première, qui est venue me consulter. Elle me dit, Marie-Charlotte, j'en peux plus. Il y a 2 élèves qui m'embêtaient, qui me faisaient vivre des trucs horribles. Je suis allée me plaindre au chef d'établissement. Le chef d'établissement a sanctionné ces 2 élèves. Pour se venger, ils ont dit à toutes les premières, à chaque fois qu'on croise alors cette jeune fille que je vais appeler Juliette, on va lui souffler dans le cou. Semble rien souffler dans le cou. Mais quand on vous souffle dans le cou parce que vous avez en permanence à l'école quelqu'un derrière vous sur le côté, vous pensez devenir fou ou folle. C'est ce qui est arrivé pour cette jeune fille. Donc, elle s'est replainte au chef d'établissement. Le chef d'établissement a refait venir ces 2 élèves en disant maintenant vous arrêtez de souffler dans le cou. Vous savez ce qu'ont dit les élèves? Les élèves, ils ont dit mais quoi monsieur, on n'a plus le droit de respirer. Vous voulez donc qu'on meure étouffé? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est insanctionnable. Donc nous, pour protéger la victime, on dit quand il y a sanction, parce qu'on a un élément concret qui a été repéré, on va protéger la victime. La MPP s'applique quand on est inquiet pour une cible. Quand il y a une sanction, évidemment, on est très inquiet. On va mettre en place un protocole. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va recevoir un certain nombre d'élèves qui, soit sont peut-être les copains de celui qui s'est fait punir, soit qui sont populaires et qui vont pouvoir prendre soin de la victime. On va créer une sorte de bouée de sauvetage grâce à la MPP parce qu'on aura sollicité l'aide de plein d'élèves en disant ta camarade va pas bien, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, une sanction met fin à un acte, ne met jamais fin au harcèlement. Alors, selon ce que vous pouvez voir autour de vous, diriez-vous que la méthode de la préoccupation partagée fait l'unanimité? Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a dans des écoles des groupes qui ont été formés, donc c'est sur la base du volontariat, je redis, je suis moi extrêmement impressionnée par ces professeurs, ces personnels de vie scolaire, ces personnels administratifs, tous ces personnels qui gratuitement vont prendre de leur temps pour aider nos enfants. Et on a des personnes qui, pendant les formations, ils sont un peu dubitatifs, ils y croient pas. Ils disent, ouais, non, mais ça peut pas marcher, c'est pas possible, et où est la sanction? Et qui deviennent les personnes les plus emballées par notre méthode, qui ont pris la responsabilité de l'équipe. Non, mais c'est incroyable, on n'y croyait pas, et pourtant, 2 élèves, ils pouvaient pas se voir sans se cracher dessus, sans se battre. L'après-midi même, ils se tenaient par le bras et ils étaient redevenus amis. Ça apaise les relations.
Et cette méthode, on l'applique de la maternelle jusqu'au lycée, voire jusqu'au bac+. Et toutes ces belles histoires, j'en ai dans toutes les écoles. Merci beaucoup Marie-Charlotte Claire de nous faire découvrir une solution au harcèlement scolaire grâce à laquelle personne n'est humilié ni sanctionné. Merci de faire grandir en chaque enfant de futurs adultes responsables. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt donc.